On est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours Béatrice Mathieu, Dorothée Rouzet et Olivier Redoulès pour parler des surprises de 2025. Car il y en a eu, ça se passe jamais vraiment comme prévu, hein. Évidemment. Allez, Béatrice, je commence avec vous. Bon, moi, Quelle je vais a été rester aux votre surprise États-Unis. économique? Je vais rester aux États-Unis. Décidément. Je vais continuer sur, sur Trump. Il y a, en début d'année, on était, la majorité des économistes étaient assez très, très noirs quand même sur la croissance américaine, sur l'inflation américaine. On dit, ah là là, ce qui va se passer sur les droits de douane, hein, c'est terrible. Vous allez voir, tout de suite, Trump, la croissance va décrocher, il va perdre beaucoup, etc. Alors qu'il était élu sur une crise inflationniste. Oui, hein, effectivement. Alors bon, l'inflation, effectivement, a un petit peu dérapé, mais la croissance, finalement, autour de 2, voilà. Le chômage remonte un petit peu, mais c'est pas la catastrophe. Donc il y a quand même y a une résistance de la croissance américaine. Merci, si on regarde un peu l'origine, faut bien voir aussi qu'elle est dopée, soufflée, droguée à l'IA. Et si on enlève en fait tous les investissements considérables qui sont liés à l'IA, mais ça va en fait de la construction des centres de données, des centaines de milliards, voilà, plus de 300 milliards. Voilà, où il y a vraiment des choses très physiques en fait, qui tirent aussi le secteur du bâtiment, etc. Sans ça, en fait. C'est pas la croissance américaine n'est pas. Donc la surprise, c'est que la croissance a bien tenu. Ou qu'elle est fragile. Voilà, c'est cette incertitude sur la croissance américaine. Et notamment, est-ce qu'il y a bulle ou pas bulle sur l'IA? Est-ce qu'on va avoir un soufflet qui peut se dégonfler dans les années qui viennent? C'est un grand point d'interrogation. C'est une véritable interrogation, ça. Qu'est-ce qu'on en pense au Trésor? Vous avez sorti des études sur... alors, bulle ou pas bulle? Non, mais sur l'économie plus sur l'économie américaine, je pense que, effectivement, hein, il y a une partie qui est l'effet des droits de douane, je pense, c'est assez diffus et assez retardé parce qu'il y a eu la vague d'importation au premier trimestre qui a permis de faire des stocks avant que les droits de douane entrent en vigueur. Ensuite, il y a eu 3 mois de pause, puis les deals, puis donc en fait, les effets même sur l'inflation vont continuer à se faire sentir l'année prochaine. Et puis, il faut se rappeler que les États-Unis, c'est une très grosse économie. Donc, les importations, c'est pas non plus une part immense de leur consommation. Donc, l'effet, il se fait sentir sur certains biens. Mais bon, Trump, ensuite, dès que ça devient un peu sensible, exempte. Et ensuite, ça prend un peu de temps, donc c'est forcément plus diffus. Et puis, il y a l'IA, comme disiez, qui, je dirais, tout l'investissement aux États-Unis cette année, en gros, c'est quasi intégralement de l'investissement en IA. Si on enlève l'IA, il n'y en a plus beaucoup, mais ça dope. Et puis ça ruisselle, non, voilà, quand même, parce qu'il y a énormément de services et même d'industries comme la construction, le BTP, qui bénéficient de Oui, tout à fait. cette il y a nouvelle l'investissement en IA, c'est pas que l'investissement des boîtes tech. C'est l'investissement en IA des autres, et puis les data centers, etc. On ne se rend pas forcément compte de ça. Mais après, moi, je peux continuer parce que ma surprise quelque part, et je partage celle de Béatrice et je l'élargis même à la France et au monde, c'est quand même globalement la résistance avec une série de chocs, une guerre commerciale des États-Unis sur le reste du monde, l'Ukraine où ça s'arrange pas, en France 2 débats budgétaires de suite complètement chaotiques, d'autres sujets en Europe, etc. Et puis finalement, la croissance tient. En France, on va avoir finalement plus de croissance, on disait, que ce à quoi on s'attendait. Le commerce mondial, on pourrait se dire dans tout cet environnement, finalement, le commerce mondial, il progresse relativement vite cette année, y compris parmi les émergents, etc. Donc, je dirais, pour moi, la surprise, c'est quand même un peu cette résistance d'ensemble qui s'explique en partie par l'IA, qui s'explique en partie sur le commerce par le fait que, bon, il y a aussi sans doute du contournement, il y a eu de l'anticipation, etc. Donc, point d'interrogation, est-ce que en fait l'économie est un peu plus insularisée des chocs que ce qu'on pensait, ou est-ce qu'on va vraiment en sentir le poids en 2026 parce que c'est retardé? Mais pour 2025, pour moi, la surprise... Quelle est votre conviction? Non, mais c'est hyper intéressant, moi je trouve, parce qu'il y a un découplage complet entre l'économie, comme souvent, la géopolitique. Il y a deux possibilités, la vérité est sans doute un peu des deux. Et le monde économique. Je pense que, il disait aux États-Unis, je pense qu'une partie des droits de douane, ils vont se voir l'année prochaine, mais bon, ça ne sera pas non plus un impact. C'est pas une explosion massif. Alors, ils ont moins de croissance que ça. On s'attendait au début de l'année, cela dit. On a quand même révisé pas mal à la baisse la croissance américaine. Mais la croissance mondiale, globalement, tient. Dans les émergents, ça se tient pas mal. Le commerce mondial se tient pas mal. Donc, voilà, il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs un peu structurels qui font que l'impact est peut-être moins gros que ce qu'on pensait.
L'investissement en France, finalement, a commencé à redémarrer. Là aussi, il y a pas mal d'investissements digital, donc il n'y a pas qu'aux États-Unis que l'IA a un impact, même si c'est moins gros qu'aux États-Unis de loin. Mais voilà, il y a quand même ces facteurs par ailleurs qui, au-delà des chocs et de la série de chocs nourris qui frappent l'économie française, européenne, mondiale, on voit qu'il y a quand même une résistance. Et pour moi, ça reste ça la surprise de l'année sur le plan économique. Bon, finalement, elle tient. Non, mais moi je crains. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce dessin animé, en fait, qui était Bip Bip et Coyote. Bien sûr. Voilà, Bip Bip. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, c'est un petit peu le coyote là, qui est au-dessus du vide, il pédale, puis à un moment, frouf. Et donc, j'ai peur que l'on soit dans ce moment Bip Bip Coyote. Mais la question, c'est est-ce que la croissance repose sur des fondamentaux réels ou pas? C'est ça la grande question de l'IA. Quand on crée une bulle, on fait la comparaison avec la bulle des telcos du début des années 2000. Là, on a du concret quand même, de l'investissement. C'est des data centers on a du qui se concret, construisent. Mais dans le corollaire de ça et le revers de cette bulle, il y a mais aussi des investissements records de tous les États dans le réarmement que l'on voit partout. C'est des monceaux et des monceaux de dettes. Oui. Qui s'accumulent. Donc, il y a une étude qui est sortie récemment par l'Institute of International Finance qui montre qu'au niveau mondial, en fait, on est à, je crois, 346 000 milliards de dettes. Alors, rapporté aux richesses produites, jamais la planète n'a été... public et privé. On n'a jamais été... aussi endetté sur la planète. Donc, avec des refinancements qui vont être majeurs. Et moi, je me dis, il y a un moment, qu'est-ce qui se passe si on a un événement, un nouveau signe noir, une nouvelle pandémie? On sait qu'à un moment, un jour, on en aura une. Je veux dire, tous les chercheurs le disent. Qu'est-ce qui se passe si on a une attaque russe sur une enclave russophone d'un pays de l'OTAN? Qu'est-ce qui se passe si la Chine met vraiment ses menaces à exécution sur Taïwan? À un moment, cette mécanique du refinancement qui est finalement assez facile, certes les taux remontent un petit peu, mais bon, c'est pas la cata. Qu'est-ce qui se passe? Et on peut avoir un accident assez fort. Et là, les pays effectivement les plus endettés, c'est les plus endettés qui à la France, qui le paieront. Et cet ajustement qu'on ne fait pas, on sera peut-être obligé de le faire dans ce cas-là. Olivier. Oui, alors déjà sur la dette, la dette, c'est toujours à la fois une manifestation d'un déséquilibre en quelque sorte, mais aussi un signe de confiance dans l'investissement, dans l'avenir, etc. Un signe de sophistication du secteur financier. Donc c'est un peu compliqué de faire la part des choses entre les deux. On a eu quand même, on ne le voit pas trop, mais on a eu quand même des bonnes nouvelles sur un certain nombre de sujets. Par exemple, la baisse des prix pétroliers. Alors, pour la transition écologique, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais pour la croissance, on a quand même un excès d'offres sur le marché pétrolier. Et si on revient une dizaine d'années en arrière, quand les prix pétroliers avaient baissé, ça avait donné un sacré boost à la fois à la croissance mondiale, aussi à la croissance française. On a aussi la baisse, plus généralement, le calme sur les prix des matières premières, si on fait exception de quelques sur les terres rares. On a aussi une baisse des taux qui se met en place. Et donc, globalement, en fait, on a des conditions d'environnement qui ne sont pas forcément étrangères à ces bonnes surprises. Au-delà de ça, on a vu que, et c'est vrai aussi pour la dette, au cours des dernières années, les États, les entreprises ont fait face à un certain nombre de chocs. Et je rejoins, je pense, pour partie l'hypothèse de Dorothée, c'est-à-dire peut-être qu'on a plus de résilience à l'économie. Sans doute aussi parce que les institutions ont mis en place, si on pense au niveau européen, au niveau mondial, un ensemble de mécanismes qui permettent de mieux gérer le risque. Alors après, c'est toujours pareil. À quel moment on étale le risque, à quel moment on repousse, jusqu'à quand on repousse la crise. Et donc, vous parlez du moment Bibi Coyote, on peut parler parfois du Minsky moment, c'est-à-dire quand, à force de stabiliser, l'économie, on crée les conditions d'une instabilité future. Mais bon, de fait, en fait... Vous appelez ça le Minsky? Le Minsky moment, en fait, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup au moment de la crise de 2008, pour dire qu'en fait, on avait vécu ce type de situation. Non, peut-être sur les surprises. La surprise, c'est qu'on a quand même, on a à la fois des déséquilibres qui s'accroissent, par exemple
exemple sur la croissance américaine, sur la croissance chinoise, qui est de plus en plus, en fait, contrairement à ce qu'on voulait, contrairement à ce sur quoi la Chine s'était engagée depuis au moins 10 ou 20 ans, davantage se tourner vers la consommation domestique. En fait, la Chine s'est encore accru sa dépendance aux exportations mondiales. Ouais. Mais on a des formes par ailleurs de rééquilibrage. Genre, chez Trump, d'un côté, en fait, on a vu qu'il a un petit peu réduit sa balance commerciale, un petit peu augmenté la consommation domestique. Est-ce qu'il faut voir alors ça se fait au prix du consommateur américain qui subit des hausses de prix, ça se fait au prix de l'emploi américain qui stagne, mais de fait, en fait, il y a une forme de rééquilibrage au niveau des États-Unis vers plus de production, peut-être moins de consommation ou moins d'importation. C'est sans doute encore très timide. Et du côté français, on a une bonne nouvelle quand même, c'est que jusqu'au dernier chiffre, notre balance biens et services est redevenue positive. Et ça, on a tendance à l'oublier, on a tendance à se focaliser sur une balance des services plutôt très positive et une balance des biens qui reste... Mais globalement, en fait, maintenant, on est à l'équilibre. Ouais. Alors, et sur la balance des biens eux-mêmes, on reste négatif, autour de moins 80 milliards d'euros sur l'année, sans doute, mais on a stabilisé la situation, en fait, par rapport aux années précédentes. Alors, c'est vrai que si on remonte par rapport à 2019, on a davantage accru le déficit commercial sur les biens manufacturés, on l'a un petit peu réduit sur le pétrole, et un peu aussi accru sur le pétrole, mais surtout sur les biens manufacturés. Mais de fait, on a aussi une bonne nouvelle qui a été Airbus. Oui, l'aéronautique quand même porte beaucoup des bonnes nouvelles. Et avec, par ailleurs, le reste est plus compliqué. On a envie de dire qu'il y en a des tuyaux, parce qu'en termes à la fois de montant et de nombre d'avions, on n'est pas revenu au niveau de 2019. Donc il y a peut-être potentiellement davantage des bonnes nouvelles à venir sur les tuyaux. Et Airbus qui était contraint, et puis l'aéronautique dans son ensemble, contraint au niveau des capacités d'offres, et un certain nombre de contraintes se sont levées, et donc du coup la dynamique s'est enclenchée, et c'est aussi ça un petit peu qu'il y a derrière la bonne surprise de croissance de cette année. Bon, il y a aussi des bonnes surprises. Il n'y a pas que des mauvaises surprises, il y a aussi des bonnes surprises. Qu'est-ce qui, en Europe ou en France, vous inquiète le plus pour 2026 maintenant, si on se projette un peu dans l'avenir, Dorothée Rouzet? Pour commencer, au vu de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Voilà, malheureusement, on peut imaginer pas mal de motifs de crainte. Moi, s'il faut en choisir un, je pense que un scénario qui serait inquiétant, c'est celui d'une résolution, je dirais, forcée mais très déséquilibrée de la guerre en Ukraine, un peu forcée par un Trump qui s'impatiente. C'est très intéressant. Christian Saint-Etienne disait exactement l'inverse hier sur ce plateau. Il disait qu'une résolution de la crise en Ukraine serait une très bonne nouvelle pour l'économie. Ça dépend quelle résolution. C'est-à-dire une résolution de la fin du conflit. Sur la base d'une négociation équilibrée serait une très bonne nouvelle. Une résolution où Trump force Zelensky à faire d'énormes concessions territoriales, à réduire la taille de son armée, à s'engager à ne jamais rentrer dans l'OTAN, etc. Enfin, on avait quand même vu le plan en 28 points, depuis démenti, qui avait circulé. Et tout cela en s'arrogeant par ailleurs à peu près la moitié de toute recette qui pourrait servir à la reconstruction. Bon, d'une part, ce serait très défavorable à l'Ukraine, et d'autre part, c'est quand même un type de résolution qui, pour l'avenir, moi, m'inquiéterait beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle pourrait donner des ailes à Poutine, pour le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est exactement les scénarios que veut Poutine, d'abord pour engranger évidemment les concessions territoriales, ensuite parce que son armée quand même souffre en termes de nombre d'hommes. Oui. En revanche, si on lui donne 3 ans tranquille, avec une Ukraine qui n'est plus une menace, il va reconstituer ses forces, son complexe militaro-industriel tourne à plein régime. Nous, côté européen, quand on n'est pas dos au mur, on connaît quand même un peu la tendance, donc les pays qui sont déjà pas très enthousiastes sur le réarmement risquent de se dire il n'y a plus de guerre en Ukraine, budgétairement ça coûte cher, finalement on va plutôt pas le faire. Et on risque de se réveiller dans quelques années avec Poutine qui s'attaque à un morceau alors d'un pays balte, voilà, qui reprend ses ambitions expansionnistes ou qui revient en Ukraine pour prendre le reste par ailleurs, mais qui reprend ses ambitions expansionnistes et où on n'aurait pas forcément mis à profit, je dirais, ces quelques années pour se préparer. Donc pour moi, ça c'est un peu le scénario tout le monde perd. Et donc vous ne croyez pas à un scénario qui m'inquiète parce que on sent bien que du côté des États-Unis, il y a une certaine impatience.
et que, je dirais, entre Poutine et Zelensky, le dernier qui est perçu comme résistant aux demandes de Trump, peut être celui sur qui il va faire pression. Oui. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la probabilité, mais pour moi, je dirais, sur le plan un peu de l'Europe dans son ensemble, c'est sans doute le plus inquiétant. Après, Dorothée il y a plein Rouzet, d'autres craintes possibles. vous ne croyez donc pas à un scénario où une paix pourrait être signée, une paix durable, où l'énergie, le gaz, le pétrole russe reviendraient en Europe et permettrait de maintenir des prix bas sur l'énergie, donc ça boosterait la croissance, et où la France était le premier investisseur étranger en Russie, me semble-t-il, en tout cas le premier investisseur européen. Donc la France pourrait repartir, réinvestir en Russie. Ça, c'est un scénario un peu trop lunettes. Vous m'avez demandé mes craintes, donc je commence par le scénario négatif. Non, je pense pas que ce scénario est impossible, mais il demande d'avoir déjà une très grosse pression sur Poutine, qui aujourd'hui n'est pas du tout prêt à négocier sur ses bases. Donc pour que ce scénario se produise, il faut on accède. Alors, je dirais les dernières avancées sur l'aide à l'Ukraine sont une bonne nouvelle sur ce plan-là. En fait, il faut donner à l'Ukraine les moyens de négocier en position de force. Aujourd'hui, Poutine considère que c'est lui qui est en position de force et que, je dirais, la guerre d'usure lui profite. Donc, il faut ce scénario, je l'espère, mais il faut donner à l'Ukraine les moyens de le défendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Allez, Olivier, puis Béatrice, même question, vos craintes pour l'Europe ou la France. Ce qui vous inquiète le plus pour 2026, et puis on terminera quand même par ce qui vous donne un peu d'espoir aussi pour la nouvelle année. Olivier. C'est compliqué à choisir parce qu'il y a... les économistes ont choisir, c'est d'habitude de renoncer, voir tout plein d'aléas négatifs, et là on en a particulièrement beaucoup, donc c'est difficile de choisir. C'est un peu qu'on est devant l'arbre, le sapin de Noël, et quel cadeau on prend. Non, je pense au niveau européen, le vrai sujet, c'est la fin du couple ou le divorce du couple franco-allemand. Oui. Où on voit quand même qu'on a une divergence d'intérêts qui est assez massive en fait. Alors, pas forcément sur le plan politique seul, mais on a vu dans le passé que les personnes, c'est important, mais les intérêts, c'est encore plus important. Et on voit que en matière commerciale, en matière de finances publiques, en matière même de dynamique d'entreprise, on a sans doute en matière de politique énergétique, même vis-à-vis de la Russie, on n'a pas forcément systématiquement les mêmes intérêts. Et du coup, ces choses-là risquent de s'accumuler. À un moment donné, il risque d'y avoir des tensions. Alors, est-ce que ça va jusqu'à un vrai divorce, ou est-ce que au fond, c'est une crise passagère et après on sera à biboche? C'est une question. Sur le passé, ça a été le dernier conseil a été lu par le FT notamment comme une trahison des Français vis-à-vis des Allemands sur le Mercosur. Oui, mais alors après, c'est compliqué parce qu'en fait, chacun joue sa partition. Donc, je pense que c'est un peu comme au tango, il faut tout tango où les tours sont partagés dans un divorce. Mais de fait, il y a une montée de tension qui mobiliserait l'Europe au moment donné où elle n'a pas vraiment besoin de ça. On aurait plutôt besoin d'avancer. On sent que, par exemple, le rapport Draghi comme le rapport de l'État, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Alors que, justement, c'était ces deux rapports qu'on avait confiés à des sommités, à des experts reconnus, devaient fournir en fait un petit peu l'accélérateur ou le coup de booster pour relancer les réformes européennes. Comme 10 ans avant, on avait eu le rapport des 5 présidents, mais là, en fait, ça a fait un peu chou blanc jusqu'à présent. En tout cas, vu de l'extérieur, ça ne dit pas qu'au niveau des administrations, les gens, je suis certain, travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Et par ailleurs, au niveau français, comment ne pas prononcer le risque d'avoir une crise au moment de la dette? Alors, c'est toujours un peu compliqué. On a vu les taux qui montent dernièrement. On peut très bien vivre des décennies sans que rien ne se passe, ou ça peut arriver demain, donc ça, on ne sait pas. Mais parce que si on a un sujet vraiment de crise financière, en fait, la douche froide risque d'être très froide pour la population française et pour la société française en son ensemble. On voit bien que là, la difficulté qu'on a à faire passer une sous-indexation des retraites, si on a un problème de crise de la dette, c'est pas une sous-indexation qu'il faudra, c'est une baisse de plusieurs, peut-être dizaines de pourcentages. À partir de là, ça risque de poser, en fait, ça risque vraiment de secouer la société française. Les autres pays qui ont connu ça n'en sont pas sortis indemnes. En général, si on prend mais ce sont redressés, que je connais, du Club Med. Par exemple la Suède, 30 ans après, le traumatisme reste de la crise qui a été vécue au début des années 90. Et le vrai sujet, c'est que nous, on a un tel niveau d'intervention de l'État qu'on voit mal
comment en fait faire quelques mesures que ce soit qui ne fassent pas beaucoup de perdants. En ce moment, on fait beaucoup de gros perdants, ou soit on fait beaucoup de petits perdants, mais à la fin, ça coûte très cher politiquement, et donc ça risque de secouer fortement. J'ai coutume de dire que la rigueur, on l'a choisie, l'austérité, on vous l'impose, et ça fait beaucoup plus mal, effectivement. Béatrice. Bon, alors Olivier m'a piqué mon idée sur le couple franco-allemand, mais j'en avais une autre. En fait, on est entré depuis le Covid dans un monde d'attaques systématiques contre la science. On a beaucoup dit de monde post-vérité, etc. Et je trouve que par extension, en fait, ça n'est plus simplement les questions scientifiques, médicales, etc. Il y a des attaques aussi contre des vérités presque économique, en fait. Et on a bien vu pendant ce débat budgétaire, notamment sur la question des retraites, mais aussi au moment de la taxe Zuckman, qu'on a une sorte de contre-vérité économique qui, on pourrait même dire de fake news, qui fleurissent. Oui. Et forcément, quand vous, dans un débat qui est très complexe, quand vous prenez toujours la solution simpliste, et je voudrais presque dire populiste, ça plaît en fait. Et donc on voit bien que les Français, majoritairement, quand on leur pose la question, suivent ces propositions-là. Et donc j'ai très peur que ces débats, ces contre-vérités, où on a pu entendre dire que les milliardaires ne payent pas d'impôts et qu'en moyenne les Français en payent 51%, si les Français payaient 51% en moyenne d'impôts, on le saurait. Et c'est pas tout à fait vrai, et je parle sous l'autorité de C'est même complètement faux, effectivement. Voilà. Et donc, on a beaucoup entendu ce chiffre-là. C'est vrai. Et donc, ce monde de post-vérité qui s'étend aux questions économiques par des économistes qui arrivent avec une casquette de scientifique, ça m'inquiète beaucoup, parce que je pense que ça va aussi beaucoup peser dans le débat de l'année présidentielle qui va s'ouvrir. Gramsci dirait que c'est une question d'hégémonie culturelle, que le pouvoir se prend aussi par les esprits avant de se prendre par les armes. Allez, il nous reste 1 minute chacun. Pour terminer sur une note d'espoir quand même, Dorothée, ce qui vous donne de l'espoir pour 2026. Alors, je pense que pour l'espoir, il faut justement espérer. Alors je prendrais peut-être le contre-pied sur le couple franco-allemand qui a connu beaucoup de crises conjugales et qui finit toujours par se rabibocher. Mais non, pour moi, je pense qu'il faut espérer pour 2026 que plus d'affirmation de l'Europe. On a quand même des choses qui se produisent. C'est ce que je retiens de votre analyse à tous les trois. C'est une année européenne. Si on prend un peu de recul. Le rebond ou la disparition. L'Allemagne qui investit massivement. Oui. Je ne me souviens pas depuis quand on leur demande, mais il faut se dire quand même, c'est dans leur budget 2026 de se mettre à investir, donc eux aussi à rééquilibrer un peu leur modèle vers plus de demandes internes, plus d'infrastructures, plus de défense aussi. Le fait que, je dirais, en l'état actuel des choses, sur le plan justement de l'affirmation géopolitique, la première chose qu'il nous faut, c'est d'abord un peu plus d'indépendance militaire. Il y a du mouvement qui se fait. Sur le déblocage de l'aide à l'Ukraine, il y a du mouvement qui se fait. Donc voilà, il y a quand même des choses. Alors on peut regretter que la mise en œuvre du rapport Draghi prenne du temps. Bon, alors dans les coulisses, il se passe aussi pas mal de choses, et c'est aussi en 2026 que pas mal de choses devraient sortir sur l'ensemble des volets foisonnants du rapport Draghi. Mais voilà, je pense qu'il faut espérer l'affirmation de l'Europe pour 2026. Olivier. On pourrait espérer un recul de Trump. Parce qu'en fait, de fait, alors on a quelques jours de Noël, donc on peut espérer beaucoup de choses. Non, en fait, les midterms arrivent assez vite. Oui. Ce qu'on voit, c'est que les effets de la politique commerciale sur les prix, ça met du temps à se diffuser. Et donc là, on arrive dans une situation où on a une économie américaine. Alors j'avais pris un peu la perspective positive tout à l'heure, je vais prendre la perspective négative, où l'emploi stagne, ou qui est quasi en récession sur la plupart des États, et où les ménages vont commencer à avoir les effets des tarifs douaniers sur leur consommation. Et mine de rien, une constante de l'économie américaine, c'est le consommateur. Donc c'est difficile Trump a fait un pari, mais il a fait le pari de changer la structure d'une économie en 2 ans. Alors, après, on peut imaginer aussi des scénarios catastrophes où il n'y a pas de mi-terme, etc. Mais s'il y a des mi-termes, ça risque, en tout cas, en vue des mi-termes, il risque lui-même de revenir un peu en arrière en se disant, il faut aider le consommateur américain, et ça risque en tout cas de réduire un petit peu cette escalade, d'ailleurs, qui s'est déjà un peu freinée dans les faits, mais il peut revenir en arrière. Donc une Europe plus affirmée et des États-Unis peut-être un peu
moins sonore. On termine avec vous. Alors moi, je vais Béatrice. faire un grand pas de côté. En fait, je vais pas parler de Trump ni d'Europe, mais je vais parler de santé et de conséquences économiques. La bonne nouvelle est venue début décembre de l'Organisation mondiale de la santé qui conseille en fait l'utilisation des GLP-1. En fait, c'est Ozempic, Wegovy, Mounjaro, etc. Oui. dans le traitement de l'obésité. Oui. L'obésité aujourd'hui est une des premières causes de mortalité dans le monde. Oui. Évidemment aux États-Unis, mais aussi en Europe, en France, avec tous les facteurs de comorbidité. Et c'est l'ère thérapeutique, en fait, dans lequel il y a aujourd'hui tout secteur confondu, toute maladie, toute pathologie confondue, le plus de médicaments dans le pipe de tous les grands labos. Et donc, c'est une révolution médicale, Peut-être la fin de économique, l'obésité. Et sociétale, en fait, qui Morbide. est très importante. Bon, merci beaucoup pour cette dernière note d'espoir dans la santé avec l'IA qui va faire absolument des merveilles aussi dans les prochaines années. Merci à tous les trois. C'était une émission passionnante disponible en replay et en podcast sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est Antoine Larigauderie pour Tout pour investir. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour la dernière de l'année, toujours de 10h à 11h en direct sur BFM Business. Très bonne journée, à demain.